Au bout de 4 semaines de guerre, on se rend compte que désormais, l'enjeu principal pour la planète, et donc maintenant pour Donald Trump, c'est le pétrole et c'est Hormuz. Ce n'est plus, d'ailleurs on n'entend plus cette idée d'envoyer, on vous en avait un petit peu parlé hier, des soldats américains pour aller récupérer le plutonium enrichi. L'idée d'un changement de régime, la stratégie, c'est de se dire on va détruire toutes les usines qui produisent de l'électricité. On vous a expliqué, on vous a montré ce message de Robert Pape en expliquant que ça n'a jamais marché. Mais de toute façon, très clairement, dans l'ultimatum donné par Donald Trump hier, on parle de Hormuz. La réalité aussi, on vous en a parlé hier avec ce scoop américain, le fait que les Américains ont été prévenus à l'avance par leur propre service de renseignement que les Iraniens, quelle que soit la puissance de feu utilisée contre eux, avaient la possibilité de bloquer le canal, le passage, jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. On va voir ce message qui reprenait cet article de CNN. Donc, je vous invite évidemment à les lire. Hein. Donc, vous voyez que le Pentagone et la Maison-Blanche étaient au courant, mais ont estimé que cette étude n'était pas bonne. C'est aussi, on en revient à cet article de Bloomberg en disant qu'à chaque fois qu'on leur mettait une excuse qui n'allait pas dans le sens du désir personnel de Donald Trump, parce qu'il est vraiment, le moteur derrière toutes ces décisions-là, on considérait que ce n'était pas une bonne étude. Donc les seules bonnes études sont celles qui validaient la vision de Donald Trump. On va y revenir. Évidemment, on parle beaucoup du pétrole, mais je voudrais vous montrer par exemple le prix, l'effet de ce quasi-arrêt de Hormuz sur le prix du gaz liquéfié. Hein. C'est un enjeu, je vous ai dit, qui est extrêmement important, et donc vous envoyez les conséquences avec une accélération du prix, et cette accélération du prix est d'autant plus importante que c'est du gaz qu'on utilise du côté européen, mais et dans énormément de pays d'Asie, dont le Japon, dont la Corée du Sud, et je vous ai expliqué, on va y revenir, à terme, c'est également toute l'industrie de l'intelligence artificielle qui est, en tout cas des puces nécessaires à l'intelligence artificielle, qui est touchée. Donc on est vraiment dans le cadre une complète menace faite sur le monde. Et quand Donald Trump fait son ultimatum et que la réponse iranienne, c'est de dire si vous le faites, non seulement on va embraser la région, mais en plus de ça, on va fermer complètement Hormuz, ça veut dire lancer des mines, ça devient vraiment, vraiment préoccupant. Je vais vous envoyer, on va aller passer à travers cette interview qui a été donnée avant-hier, excusez-moi, dans Le Monde, par justement le président vas-y Thomas, la plus grande menace, la voilà tout de suite. Le patron de l'AIE, hein, l'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie, et lorsqu'on parle de Hormuz, pourquoi on fait cette longue parenthèse? Parce que je m'en suis rendu compte, entre autres, en discutant avec de la famille en France, et avec des amis. Pour l'instant, oui, on voit le prix à la pompe, mais comme nous l'a dit Yann jeudi, Yann de Carte du Monde, vous n'en mesurez pas pour l'instant la totalité des effets, parce que pour l'instant, les supertankers qui sont passés juste avant le début du conflit sont en train d'arriver en France, sont en train d'arriver en Europe. Donc, il y a encore du produit. Il y a encore du produit disponible, mais ça va terminer. Et c'est pour ça que du côté de Fatih Birol, le patron de l'AEI, on dit c'est la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de toute l'histoire. Et c'est pas quelqu'un qui fait dans la référence anxiogène pour faire anxiogène.
Donc, on va avancer dans ces déclarations. Et il dit, ben voilà, on ne se rend pas compte, par exemple, que on a perdu plus de pétrole ces derniers jours, au moment où on fait l'interview, en reprécisant qu'il y a 20 millions de barils qui transitent, et dit bah, cette paralysie a déjà pris le marché de 11 millions de barils par jour. Et il dit c'est plus que lors des deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Alors certes, la consommation et la production n'est plus le même, mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur. C'est 11 millions de barils par jour, par jour, par jour. Et on est sur le pétrole, on n'est pas sur le gaz et sur tout le reste. Vas-y Thomas, continuons à avancer. Et donc, on vous explique justement que désormais, c'est plus uniquement le pétrole, c'est aussi le gaz naturel. Et si demain, il y a cet ultimatum de Trump qui devient une réalité, soyons clairs, vous avez vu la carte, vous avez vu la menace des Iraniens, ils visent directement Ras Laffan dans leur carte, hein, qui est le lieu de production de gaz liquéfié, en disant, ben voilà, on va venir détruire Ras Laffan. Et à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a plus de GNL, le gaz naturel liquéfié, qui part pour le reste du monde, y compris l'Europe. Et donc, on rentre dans une crise énergétique mondiale. Aujourd'hui, pour que vous compreniez bien, donc ça fait énormément sourire Fox, mais Fortune, qui n'est pas un Fortune, c'est comme Forbes, c'est un magazine qui fait l'éloge du capitalisme depuis toujours, magazine économique, se dit que si ça devient une réalité et que Hormuz est fermé et qu'il y a une guerre énergétique qui vise tous les pays du Golfe, il va falloir passer à la semaine de 4 jours de travail aux États-Unis pour économiser de l'énergie, pour ne plus prendre la voiture, pour éviter de brûler de l'électricité. Il faut passer à la semaine de 4 jours aux États-Unis. C'est qui aurait des conséquences évidemment sur l'économie, la consommation, les salaires, etc., etc. Donc, on continue dans cette interview du patron de l'AEI et il vous explique que encore une fois, je trouvais que c'est un comparatif parce que vous êtes mieux placé que nous aux États-Unis, vous avez vécu l'invasion russe du côté de l'Ukraine en expliquant que les pertes de gaz après cette une journée, il y a eu 2 missiles qui ont touché Ras Laffan, c'est aussi important, sont presque 2 fois supérieures, excusez-moi, à celles enregistrées lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Donc vous voyez combien ces deux frappes ont créé des dégâts. Et là, du côté des Iraniens, on promet une guerre totale vers ces centres-là si demain, Donald Trump met son ultimatum à exécution. On va continuer toujours dans ce papier que j'ai vraiment trouvé très intéressant. On revient sur ce que je vous ai expliqué sur l'hélium qui est nécessaire pour la fabrication des semi-conducteurs, mais aussi pour les équipements médicaux. Hein, c'est là qu'on voit, oui Michel, c'est exactement ça, cet effet domino où vous avez le pétrole, le gaz, donc on connaît tout de suite les utilisations, mais on vous dit non, mais c'est aussi l'hélium, les semi-conducteurs, et c'est pas que ça, le matériel médical qui ne peut plus être fabriqué à cause de cette crise. C'est là qu'on voit aussi que nos mondes, c'est peut-être un autre problème qu'on ne va pas régler maintenant, mais comment nous sommes devenus, dans nos modes de consommation, dépendants de cette région du monde. On vous dit, ben voilà, il suffit, entre guillemets, évidemment, qu'il y ait une guerre et qu'on bloque le détroit de Hormuz pour arriver à une paralysie quasi complète de l'économie mondiale. Y compris, encore une fois, il cite l'Asie, qui serait en première ligne de ce genre de crise. Et c'est ça, c'est encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, si
ça se développe comme ça, comment est-ce que les pays asiatiques et européens pourront se dire on ne rentre pas dans la partie? Oui. Et donc, on explique que, OK, on a déjà sorti, l'AEI a sorti 400 millions de barils pour tenter de limiter l'augmentation du prix. Ils disent, bon, on en a encore, mais c'est 400 millions. Donc, cette phrase-là peut être lue de manière positive comme négative. Il dit, ben voilà, les 400 millions qu'on a sortis, ça représente que 20% des réserves stratégiques à notre disposition. Mais ça peut être lu comme ces 40 millions, ces 400 millions de barils qui ont déjà été Oui. absorbés par le marché, ça représente déjà 20% Ah, c'est comme ça que je lis tout de suite. avant qu'on rentre dans une crise majeure. Et là, encore une fois, ça fait que quelques semaines. Oui, Et on exactement. se dit déjà, on n'était pas en crise, c'est le début, c'était plutôt rapide et facile pour l'Europe, et regardez où nous sommes. C'est très inquiétant, ce genre de statistiques. Oui, de dire, voilà, on a pour la petite crise qui était Oui. l'étape 2, pas l'étape 3, l'étape 2, on a déjà brûlé 20% des réserves stratégiques à notre disposition. Ça, c'était le meilleur cas possible. Ouais. Et ce dernier passage, Ouais, donc vous voyez, lorsque ce sont les conseils donnés par le patron de l'AEI, il y a toute une stratégie de communication qui est mise en place. C'est pas simplement une interview. Ils ont décidé de communiquer vers les consommateurs en leur disant, ben, regardez, télétravail, covoiturage. Donc télétravail, c'est Covid, le retour 2. Cette fois-ci, hein, je vous rappelle que l'administration Trump, il y a eu quoi? À peu près 1 million d'Américains qui sont morts sous l'administration Trump sur la gestion du Covid. Donc là, on vous parle de télétravail, de covoiturage, diminution de la vitesse maximum et on demande aux gens de moins voyager en avion. De toute façon, vu que de notre prix. côté, le patron je crois que c'est le patron de Delta qui vient d'annoncer qu'ils supprimaient 5% de leurs vols jusqu'à l'automne prochain. 5% de leur vol et que les prix des billets allaient doubler, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est cette interview qui est extrêmement... Est-ce qu'on a fait le tour? On avait d'autres extraits, Thomas, ou pas? c'était le tour de cet article. Extrêmement intéressante et préoccupante sur les conséquences de cette fermeture de Hormuz. On va aller sur un deuxième papier qui est aussi intéressant, qui confirme plein de ces éléments-là, qui vient du The Telegraph, donc du côté de l'Angleterre. C'est ce journaliste vedette en Angleterre, qui a un parcours extraordinaire, qui est Ambrose Evans Pritchard, et lui dit, ben voilà, cette espèce de vue optimiste, et de se dire qu'aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des experts, leur seul espoir dans cette crise-là, en disant « Ok, il y aura des dégâts », mais le seul espoir, c'est que Trump taco. C'est-à-dire que Trump fait marche arrière. Aujourd'hui, on parie sur ça parce qu'on se dit que sinon, c'est catastrophique. On va avancer dans cet article qui dit qu'il y a une urgence mondiale de comprendre ça en disant bah, « Regardez, c'est à la fois les marchés du gaz, on l'a vu, les marchés du pétrole, on l'a vu, avec des impacts, un impact qui, pour l'instant, on n'a pas encore vu, mais qui vont frapper en premier. Et c'est important pour la prochaine partie de notre émission. Les pays qui vont être d'abord touchés, c'est l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie. Vous voyez que dans cette liste-là, et c'est à la fois le plus inquiétant, voire le plus suspect, les États-Unis sont protégés. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment un vecteur important. C'est que la réalité de cette crise qui s'annonce et qui va s'accélérer si Donald Trump met en pratique son ultimatum, c'est vous, en Europe, qui allez être plus impactés et pas les États-Unis. Il y a presque, on va le voir, une théorie qui existe, et Pritchard en parle, on va y revenir dans le milieu des affaires, en disant qu'autour de Trump, il y a des gens qui sont en train de se dire c'est une opportunité. Une opportunité America First, de dire nous les États-Unis, pour des tas de raisons, on va échapper au pire.
à moyen terme et à long terme, au pire, pas à court terme, c'est normal, l'augmentation, c'est le fameux short-term. Short-term pain, long-term gain. Exactement. Mais par contre, ça va affaiblir nos ennemis. Et aujourd'hui, dans le cœur de Donald Trump, de son entourage, l'Europe fait partie de ses ennemis. Et évidemment, l'Asie aussi, on affaiblit l'Asie, concurrent économique des États-Unis. C'est pour ça, d'après Trump, c'est à cause de l'Asie que l'on a un déficit commercial. Les tarifs, c'est ça, d'accord ? Donc, cette crise qui s'annonce, si vous voulez être complètement machiavélique, du côté américain, on se dit, cette crise, on joue avec le feu. Elle est bien. Elle va avoir des effets limités, on l'espère, aux États-Unis, on va revenir. Mais par contre, les gens qui aujourd'hui, que ce soit l'OTAN ou l'Europe en général et nos concurrents, eux, vont être plus impactés que nous. Ça va, Cody? Ça va. Regardez à quel point cet exemple est fou. En disant que pour le gaz, cet hiver, si le détroit d'Ormuz est fermé pendant 10 semaines... Pendant 10 semaines, on est presque à la moitié. On part de 25 ou 29 euros à 500, là, dans quelques mois, pour cet hiver. Pour cet hiver. Donc, on va continuer dans cet article-là. Je suis désolé, hein, on a commencé cette émission et ça faisait du bien de rire, mais je vous ai dit, voilà, c'est vraiment les enjeux et c'est pour ça que ne ratez pas notre émission de demain, évidemment, parce qu'on va vivre ensemble la fin de cet ultimatum. Vous comprenez pourquoi. C'est pas juste une histoire de se dire tenez, on a un compte à rebours, ça va être intéressant de voir, mais c'est parce que regardez tout ce que ça veut dire en nous expliquant que si, regardez, sur un autre aspect qui est tout ce qui est pour le feedstock, pour nourrir le bétail. Exactement, et tout ce qui est fertilisant, etc., etc. En nous expliquant que si le détroit de Hormuz est fermé pour 2 mois, il y a ça va toucher aussi la chaîne alimentaire parce qu'il n'y aura plus de manière de transiter pour apporter de quoi nourrir le bétail. Et donc là, on va rentrer dans quoi ? Et encore une fois, les gens qui en parlent, c'est le vice-président du S&P Global Energy, en disant que si ça se passe, on va être obligé de passer à du rationnement alimentaire. On aura du coup panic buying, comme on l'a vécu avec Covid et les problèmes des chaînes d'approvisionnement, en disant voilà, panic buying, les gens vont stocker et les gens vont vendre, acheter des congélateurs géants, mettez les congélateurs dans votre garage et puis surtout ayez une manière de faire tourner votre congélateur sans électricité. Branchez le vélo, quoi, parce que là, ça a commencé à souffrir. Donc, on continue dans ce papier. Et donc, là, on dit qu'on arrive... je ne sais plus c'était quoi ce qui est important, excuse-moi, dans ce papier-là. Donc, c'est le même esprit. Tu peux passer cet extrait. Je suis désolé, j'ai préparé tellement de choses et je n'ai pas vraiment de notes pour avancer dans ça. Parce que là, on vous dit, dans le scénario actuel, et c'était cet article il y a 2 jours dans le Telegraph, on s'est rendu compte que pour l'instant, il y a un grand absent. Ce grand absent, ce sont les Houthis au Yémen, qui sont des alliés, qui sont financés et armés par l'Iran. Et pour l'instant, ils n'ont rien fait. Alors pourquoi c'est important, vous allez me dire. On va aller justement, le Wall Street Journal a fait un papier sur ce sujet aujourd'hui avec une carte. Donc on va voir le titre d'abord du papier pour que vous compreniez, c'est un des enjeux, en expliquant qu'il y a une deuxième manière qui pourrait complètement bloquer le marché, c'est la mer Rouge. Pourquoi ? Regardez cette carte. On est quasiment carte du monde aujourd'hui. Regardez cette carte. Donc, vous avez Hormuz. Vous le voyez, vous avez Hormuz avec la possibilité de bloquer cette zone-là. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes l'Arabie Saoudite, ce que vous faites, c'est que vous arrivez à faire circuler votre pétrole parce qu'il y a une pipeline
qui va jusque dans un port dans le détroit qui amène à Suez. D'accord ? Mais le problème, c'est que pour entrer, vous avez le point névralgique qui correspond un petit peu à Hormuz, qui est Bab el-Mandeb. Et Bab el-Mandeb, c'est entre le Djibouti et le Yémen. Et c'est là où ces dernières années, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de frappes dans cette zone-là, où les Houthis, qui sont financés et armés et qui sont des alliés de l'Iran, tirent et menacent de fermer cette entrée-là, qui est une entrée vers le canal de Suez. Donc ils auraient bloqué la totalité du Moyen-Orient. Voilà, exactement. Toute manière de passer par l'océan Indien pour arriver à tous ces pays du Moyen-Orient. Ouais. Et donc, quand on vous parle des conséquences de la fermeture de Hormuz, imaginez d'avoir les deux en même temps. C'était ce que mettait en alerte The Telegraph. Et regardez Wall Street Journal encore une fois ce matin, ils disent en fait, on en discute énormément. Si on peut revoir le titre, le titre, pas sur Trump, le titre sur les Houthis, en disant que ce groupe de militants a justement ces dernières semaines vient d'augmenter les menaces en disant non seulement c'est une zone d'influence, mais oui, on se prépare à frapper à ce niveau-là. Donc d'un coup, vous avez ce conflit qui se déplace dans une autre zone du Golfe, donc une autre zone du globe aussi. Donc vas-y Thomas. On voit que là, on vous dit, si les Houthis rentrent dans le conflit, alors là, ça augmente les risques pour la planète en général, parce que ça met le canal Suez, ça fait venir les Égyptiens. Les Saoudiens se retrouvent dans une situation où il faut se débarrasser le plus rapidement possible de l'Iran parce que voilà. Et regardez cette dernière déclaration qui est un des responsables des Houthis qui dit notre doigt est sur la gâchette. Donc on est prêt à rentrer, et en expliquant qu'on va rentrer dans ce conflit, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Donc c'est là qu'on voit cette espèce d'effet domino, d'équilibre. Tout à l'heure, on parlait de notre dépendance à cette zone-là, certes, mais aussi ce qu'on est en train de voir, c'est que pendant 50, 60 ans, les nations ont travaillé à cet équilibre en utilisant, parfois il y a eu des conflits, mais en utilisant la diplomatie et le commerce, et qui a créé cet équilibre fragile, mais cet équilibre. Et puis, il y a eu Donald Trump, il y a eu Netanyahou, qui, ensemble, pour différents intérêts et avec une vision différente des buts, sont venus mettre en l'air cet équilibre. Et donc, aujourd'hui, le véritable enjeu de cette crise, c'est le contrôle de Hormuz. Plus important que qui contrôle Karg contrôle la guerre, c'est qui contrôle Hormuz, contrôle le pétrole. Et ce contrôle du pétrole, et c'est là qu'on va rentrer dans un dossier qui est passionnant, comme l'était le dossier sur Donald Trump, Krasnov et compagnie, c'est Trump et le pétrole. À tout de suite.